Bon, est-ce que j'ai besoin de me défendre? Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Est-ce que j'ai besoin de vous donner des explications? Non, 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 non. Mais par contre, on est parti pour le book haul du mois de janvier. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez aussi lâcher un petit like, un petit j'aime, ça ne vous prendra que très peu de temps et moi ça me soutiendra et ça me fera énormément plaisir. Si jamais vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien par rapport à ici sur YouTube. Et puis aussi, n'hésitez surtout pas à me dire parmi les livres que je vais vous présenter s'il y en a qui vous intéressent, que vous avez vous aussi acheté, que vous avez même peut-être déjà lu, aimé ou pas aimé. J'adore toujours échanger avec vous et je fais mon maximum pour vous répondre le plus rapidement possible et à tous. On est parti! Donc comme je le disais, on est parti pour le book haul de tous les livres que j'ai achetés ou reçus au mois de janvier 2024. La pile est assez conséquente, je dois l'avouer, mais j'ai la chance de pouvoir être en partenariat avec un certain nombre de maisons d'édition, d'être fréquemment contactée par des maisons d'édition indépendantes ou plus grandes. Parmi ces livres, il n'y en a que 3, il me semble, que j'ai acheté. Le reste, ce sont des services de presse et je remercie infiniment les maisons d'édition de me faire confiance là-dessus. Je me rends compte de la chance que j'ai. Même si j'ose espérer que c'est pas que de la chance et c'est parce que je fais un contenu qui plaît et qui plaît aussi notamment aux maisons d'édition et aux auteurs. On commence tout de suite avec The Five Crown écrit par A. Camelford aux éditions Slalom, le premier tome, La cour de la haute montagne. Je l'avais déjà en format broché. Je l'ai lu au mois de décembre, j'avais vraiment bien aimé. Si jamais vous voulez voir mon avis, je vous laisse aller voir ma vidéo bilan de mes lectures de décembre. Je trouve que le relié est tout simplement somptueux, voilà, notamment ce jaspage qui est vraiment très beau. J'ai donné mon format broché. On est sur une romantaisie, attention, la maison d'édition précise bien à partir de 16 ans, moi je dirais plutôt à partir de 18 ans parce qu'on est vraiment sur des scènes de rapport qui pour moi sont très explicites et que je ne conseillerais qu'à partir de 18 ans. Je vous lis rapidement le résumé. Depuis le massacre de sa famille et de son peuple, Rémi a dû apprendre à cacher ses pouvoirs pour survivre et accepter une vie de fugitive, chaotique et incertaine. Aussi se croit-elle perdue lorsqu'elle est capturée pour ses dons de sorcière rouge par un prince Faé, connu pour sa vie dissolue et ses prouesses guerrières. Elle ne tarde pourtant pas à découvrir que les intentions de cet homme sont plus complexes qu'elle ne le craignait, et surtout loin d'être innocente à son égard, ce qui la surprend, mais n'est pas tout à fait pour lui déplaire. Et sur une bonne romantaisie, assez cliché je dois l'avouer, assez lente à démarrer aussi, mais qu'au final moi j'ai bien aimé, que j'ai trouvé simple et efficace, et avec des intrigues et des complots de cours que j'ai trouvé très cool. Ensuite, je me suis acheté Foxglove de Adalyn Grace, qui est du coup le second tome de Belladonna, qui est juste ici. J'avais lu le Belladonna en octobre ou novembre, je ne sais plus, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc c'est tout naturellement que je me suis acheté ce second tome, que je trouve tout aussi joli que le premier. On est dans la même ligne directrice, dans le même esprit de la couverture et du hardback. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir cette suite étant donné que j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. Je vous ferai pas de résumé de ce second tome pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le premier évidemment. Ensuite j'ai été contactée pour recevoir un livre assez particulier. Il s'agit de Ceux qui servent, écrit par Maxime Duranté. Et en réalité on n'est pas uniquement sur un roman, donc on est sur une fantaisie épique avec des griffons comme vous le voyez très bien sur la couverture. Mais il y a aussi une expérience supplémentaire via un site internet où on peut créer son personnage, où on a des espèces de grimoires avec des fiches personnages, des bestiaires, des aventures à choix multiples, etc. Les éditeurs du livre conseillent de faire en simultané de l'histoire. Je vivrai cette aventure, on va dire, cette expérience au mois de février et je vous la ferai découvrir en même temps que je le vivrai avec des vlogs de chacune des chapitres que je pourrais. Le commandant Sunny Tersola doit son grade à ses victoires et ses victoires à Telly, le griffon qu'elle chevauche au combat. Le temps de la guerre est déjà loin toutefois. Voilà des années qu'avec ses hommes, ils survolent tous les deux la frontière pour intercepter les maraudeurs qui chercheraient à tromper leur garde. Voilà des années que personne ne se soucie plus de leur forteresse agonisante, guère plus qu'un tas de pierres en ruine au cœur des montagnes nordiques. Lorsqu'une tempête inexplicable élimine une escadrille entière de chevaucheurs de griffons en sortie, Sunny désobéit aux ordres de son supérieur et prend immédiatement son envol avec Telly. Et si son instinct de vétéran ne l'a pas trompé, c'est un ennemi inattendu qui la surprend dans les airs, aussi inattendu que redoutable. D'autres forces semblent à l'œuvre dans le nord. Sunny pourrait être le seul rempart entre le royaume et une menace bien plus grande que de simples pillards. Du coup on est sur un tome 1, donc en toute logique il y aura une suite. Ensuite j'ai reçu Les yeux de Mona écrit par Thomas Schlesler, alors je suis désolée si j'ai mal prononcé le nom, voilà comment son nom s'écrit. On est sur un roman contemporain qui va parler de l'art, qui va parler d'une jeune fille qui devient progressivement aveugle et que son grand-père va
emmener découvrir toute la beauté de l'art avant qu'elle perde entièrement la vue. C'est un livre qui a l'air vraiment très beau, très poignant, très touchant. 52 semaines, c'est le temps qu'il reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père, un homme érudit et fantasque, pour l'initier chaque mercredi après l'école à une œuvre d'art avant qu'elle ne perde, peut-être pour toujours, l'usage de ses yeux. Ensemble, ils vont sillonner le Louvre, Orsay et Beaubourg. Ensemble, ils vont s'émerveiller, s'émouvoir, s'interroger, happés par le spectacle d'un tableau ou d'une sculpture, empruntant les regards de Botticelli, Vermeer, Goya, Courbet, Claudel, Callot ou Bastia. Mona découvre le pouvoir de l'art et apprend le don, le doute, la mélancolie ou la révolte. Un précieux trésor que son grand-père souhaite inscrire en elle à jamais. Je suis vraiment très sereine quant à la qualité de l'écrit, étant donné que l'auteur est simplement un historien de l'art et directeur de la fondation Arthur Bergman. Il était aussi professeur à l'école de Polytechnique et il a écrit de nombreux essais. Voilà. Ensuite, je me suis acheté une sortie dont j'attendais la traduction avec beaucoup d'impatience depuis un certain temps. Il s'agit de God Killer, écrit par Anna Kanner aux éditions de Saxus. On est ici sur une fantaisie adulte qui va donc parler de mythologie, de dieux, de héros, etc. etc. C'est absolument tout ce que j'aime en fait. Déjà, on va voir ensemble la beauté du livre. Donc là, on a la jaquette. L'intérieur de la jaquette qui est une carte aux couleurs que je trouve tout simplement magnifique. Ensuite, on a le hardback. Un très joli jaspage, bien que je trouve ce lapin un petit peu glauque, mais je pense que ça va peut-être avec le style du livre. Et alors, on a une illustration de page de garde que je trouve vraiment magnifique. Je suis très fan. Ça promet une immersion et un univers vraiment somptueux. Les dieux se délectent toujours du sort des martyrs. Kisen est une déicide, une tueuse de dieux. Elle leur voue une haine dévorante depuis que les adorateurs d'une divinité du feu ont violemment assassiné toute sa famille. Elle croise un jour le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à celle d'une jeune noble. Ne pouvant le tuer sans prendre la vue de la petite fille, elle décide de les accompagner dans la cité en ruine de Blenraden afin d'obtenir les faveurs des derniers dieux sauvages qui y résident. Rejoints par un chevalier désabusé et poursuivis par de ténébreux démons prêts à tout pour les tuer, ils prennent conscience du rôle capital qu'ils auront à jouer pour sauver leur monde de l'agonie. Comme ça, sur le papier, c'est vraiment tout ce que j'aime dans la fantasy, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Ensuite, je vous avais déjà parlé sur mes autres réseaux de La fille du Dr Moreau, écrit par Silvia Moreno Garcia. Et il y a un autre livre d'elle qui est sorti au mois de janvier aux éditions Brajlon. Il s'agit de Les dieux de jade et d'ombre, du coup écrit par Silvia Moreno Garcia. J'avais beaucoup aimé sa plume dans La fille de Dr Moreau, que j'avais trouvé vraiment très original, avec un petit côté vieux film, quelque chose de très fantasque aussi. Mais j'avais été un petit peu déroutée par l'histoire qui n'était pas forcément le registre, mon registre de prédilection on va dire. Et là on est sur quelque chose d'un peu plus fantastique avec l'intervention de Dieu, etc. Ça a l'air d'être beaucoup plus ma tasse de thé, beaucoup plus ce genre d'univers et d'intrigue que j'aime. Donc j'ai vraiment très hâte de redécouvrir la plume de l'autrice dans ce nouveau registre. Mexique, années 20. Le Jazz Age bat son plein, mais Cassiopeton est trop occupée à récurer les sols de la maison de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d'une vie loin de sa petite ville du Mexique, une vie dont elle serait elle-même maîtresse. Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles, jusqu'au jour où elle découvre un mystérieux coffre en bois dans la chambre de son grand-père. C'est ainsi qu'elle libère, bien malgré elle, l'esprit d'un dieu de la mort maya, un dieu qui lui demande de l'aider à récupérer le trône qui lui a été volé par son traître de frère. Un échec signifierait la mort, mais réussir permettra à Cassiopéia de réaliser tous ses rêves. En compagnie de ce dieu étrangement séduisant et usant de son esprit aiguisé, Cassiopéia se lance dans un périple à travers son pays, des jungles de Yucatan aux lumières éblouissantes de Mexico, en passant par les noires profondeurs du monde des morts mayas. Ensuite, les éditions Bayard Graphique m'ont envoyé leur dernière sortie de roman graphique. Il s'agit de Lebensborn, qui va du coup revenir sur le projet Lebensborn qui a été fait par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale, qui consistait tout simplement à augmenter la natalité des Aryens afin d'avoir le maximum de citoyens au sang pur pour eux à l'époque. Les illustrations sont assez chouettes, sont très simples, mais j'aime vraiment beaucoup le style. Et c'est sur un sujet très intéressant qui a l'air vraiment intéressant, qui a l'air poignant. Pour l'instant, les premiers retours que j'ai vus sont très positifs, donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Ce sera sûrement mon roman graphique du mois de février, vu que j'aime bien inclure un roman graphique chaque mois. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines, écrit par Ada Vivalda aux éditions Olympe. Je l'ai déjà lu, voilà, je l'ai lu quasiment dès l'instant que je l'ai reçu parce que j'avais vraiment très hâte de pouvoir le découvrir. On est sur une fantaisie avec une génie plutôt, qui a été bannie sur Terre, privée de ses pouvoirs. On est dans un monde post-apocalyptique vu qu'on est plusieurs centaines d'années dans notre futur, là où les eaux ont entièrement ravagé la Terre, où les humains, la majorité, sont partis sur d'autres planètes, mais où ceux qui vivent encore sont sur des petits îlots, des archipels. Et là, on va être notamment dans un archipel de ce qu'on appelait dans le passé pour eux l'Irlande.
Donc déjà, on a des paysages qui sont vraiment très beaux. On a aussi vraiment de très beaux messages par rapport à l'extinction des espèces, par rapport à l'importance de prendre soin de notre planète, par rapport aussi aux connaissances de soi, au fait de s'accepter, etc. C'est vraiment un livre qui est très très beau, qui est très poétique. C'est vraiment une parenthèse de beauté pour plein de choses. J'ai adoré cette lecture et je vous en parlerai plus en détail dans mon bilan du mois. Parce qu'elle a accordé trop de vue aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymru, l'archipel voisin, puissant mais surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant, l'Ethan Alcor. Tout juste élu conseiller, l'Ethan a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia. Et pour y parvenir, il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse. Ensuite, un roman que j'ai trop hâte de lire, parce que déjà j'avais hâte de lire à la base, mais qu'en plus les premiers retours sont tout simplement incroyables. Il s'agit de Ce don perfide, écrit par Emily Thied, si on prend l'accent, désolé mon accent il est catastrophique, mais si vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez que je sais très mal parler anglais. Et il est publié aux éditions Rajo. Déjà, on peut voir que le livre est vraiment très beau, moi j'aime vraiment beaucoup le style de cette couverture et ce jaspage. Alors, je suis une très grande fan de Citron, donc voilà, j'adore le livre et l'histoire, on est sur une fantasy avec apparemment une romance enemy to lovers si j'ai compris, qui a l'air incroyable, je voulais le résumer. Alessa est la Finestra, l'élu au don unique, celle qui sauvera l'île de Saverio d'un fléau démoniaque. Cependant, le pouvoir de la jeune femme est puissant et incontrôlable. Elle a déjà tué malgré elle 3 partenaires dont elle devait magnifier la magie. Alors que la méfiance de la population s'accroît à son égard, Alessa recrute Dante, un paria beau et mystérieux, chargé de la protéger. Mais le garde du corps est irrésistible, et le toucher d'Alessa, lui, mortel. Ensuite, les éditions Michel Lafon m'ont contacté pour recevoir la suite de la saga de Atlas Six. Donc là, j'ai mon tome que je m'étais acheté moi l'année dernière et que j'avais lu et que j'avais adoré. Et du coup, ils m'ont contacté pour recevoir le tome 2, le paradoxe d'Atlas, et le tome 3, le complexe d'Atlas, du coup écrit par Olivier Blake. Là encore, je vous ferai pas de résumé pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le premier tome, mais on est sur une saga de fantastique fantasy, Dark Academia, avec un côté très contemplatif, avec un lien entre science et magie que moi j'aime énormément. On est sur une académie de magiciens, un peu société secrète, etc. Donc j'avais vraiment adoré le premier tome et j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, un roman qui n'est pas encore sorti puisqu'il paraîtra le 15 février. Il s'agit de Se perdre à l'orée des songes, écrit par Tess Korzak, publié dans la collection électrogène, donc thriller et science-fiction des éditions Gulfstream. 2038, la technologie permet désormais à des onironautes d'accéder aux rêves des gens. Dans ce domaine, Éole et Naomi sont les meilleurs. Le jour où cette dernière est recrutée pour une mission secrète, Éole se sent trahie. Elle qui croyait leur duo inséparable se retrouve seule et sans explication. Lorsqu'elle apprend finalement que Naomi est chargée d'infiltrer les rêves d'un individu lié à une organisation criminelle, Éole souhaite à tout prix s'engager dans cette investigation. Plongée à son tour dans l'esprit de cet homme, elle découvre qu'il est impliqué dans le tragique accident qui l'a meurtri étant enfant. Cette enquête devient alors personnelle et Éole est plus déterminée que jamais à établir la vérité. Mais est-elle vraiment prête à affronter les vestiges de son passé? Donc on va être sur de la science-fiction du coup avec cette capacité à voyager dans les rêves des gens, un côté thriller, enquête. Vraiment il a l'air très chouette. Il est accessible à partir de 15 ans comme la collection électrogène de Gulfstream. Il n'est pas si grand que ça, il fait moins de 400 pages, donc j'ai vraiment très hâte de le découvrir. C'est le genre de lecture assez originale qui sort de mes fantaisies habituelles, que j'aime beaucoup et je suis très rarement déçue de toute façon par les livres de la maison d'édition Gulfstream. Ensuite, il est paru le 24 janvier, un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il s'agit d'un nouveau one-shot de fantasy qui est Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines, écrit par Lydie Tabarin. Déjà, j'aime énormément le livre, je trouve ce violet vraiment très beau. Et en plus, on va parler de magie, on va parler de thé, de choses que j'adore, la fantaisie et le thé. Je ne peux que aimer cette lecture. Dans le néo-royaume d'Hétéros, maintenir les apparences est crucial. Les familles de Mora et Rodriguez, qui excellent dans l'art de confectionner du thé, grâce au pouvoir qu'elles dissimulent, ne le savent que trop bien. Reconnues et respectées par tout le pays, y compris par le palais royal, les deux boutiques se mènent une guerre acharnée pour déterminer laquelle réalise les meilleures compositions. Héritières de cette rivalité toxique, Isabelle de Mora et Andarina Rodriguez n'aspirent qu'à une chose: surpasser l'autre et devenir une confectionneuse de renom. Le quotidien des deux jeunes femmes se corse le jour où la reine meurt empoisonnée par du thé, dans le plus grand secret, et que les regards de la cour entière se tournent vers elle.
thé, fantasy, un côté enquête, un peu thriller peut-être. Oh là, le marque-page se fait mal à mal. Et enfin, ma dernière réception du mois de janvier. Il s'agit de Les Sœurs Wickwood, écrit par Ludivine Nurola, qui est du coup une fantasy one-shot, si je me trompe pas, française. Donc Les Sœurs Wickwood, on est du coup sur une fantasy secret de famille, grimoire magique, enquête, fantôme. Ça a vraiment l'air très chouette, je vous en parle avec le résumé tout de suite. Une voleuse en colère, une fantôme romantique, des sœurs maudites. Medora et Allegra Wickwood sont les dernières descendantes d'une grande lignée d'occultistes royaux, un titre autrefois gage de noblesse et de grandeur. Mais à présent la magie est bannie du royaume, et il ne reste plus rien du savoir des Wickwood. Alors quand le roi ordonne aux deux sœurs de retrouver une prophétie perdue, elles y voient l'espoir de regagner le prestige de leur ancêtre. Accompagnées d'un paysan amoureux et d'un garde mutique, elles s'engagent dans une aventure périlleuse qui les confrontera à un terrible secret de famille. Et on est aussi là encore sur un livre qui est vraiment très joli. Voilà, je trouve qu'il a un très joli jaspage, que je trouve très élégant. On a un petit tranche-fil argenté. On a des petites pages de garde, ma foi, assez simples mais sympathiques. C'est vrai que moi, les illustrations... Alors, je trouve l'illustration sublime. Hein. Il n'y a pas à discuter sur la qualité du dessin qui est tout simplement magnifique. Mais c'est vrai que c'est pas moi, personnellement, ce que je préfère en couverture. Mais je trouve quand même que dans son intégralité, on est vraiment sur un très bel objet livre. Donc voilà pour mon book haul du mois de janvier 2024. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez déjà, que vous avez peut-être déjà lu, aimé ou pas aimé. J'adore échanger avec vous et je fais mon maximum pour vous répondre à tous le plus rapidement possible. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche afin de voir toutes les prochaines vidéos et de ne plus en rater aucune. Si vous voulez découvrir un peu plus de mon contenu de façon différente, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu différent et complémentaire à celui-ci. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.